Salut les amis, avec Stéphane aujourd'hui, on vous parle de la Diamond League de Londres qui arrive très rapidement ce week-end, samedi 19 juillet. Il va y avoir pas mal d'épreuves avec pas mal d'athlètes internationaux, des athlètes qui ont fait des médailles internationales. Ça va être un gros meeting avec beaucoup de duels, beaucoup de performances attendues. Pour tout savoir sur ce meeting, installez-vous bien. Vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Ça sera ce samedi 19 juillet à Londres pour la 11e des 15 étapes de la Diamond League. C'est presque la fin de la Diamond League. On est vraiment au cœur de ce qui se passe. L'enjeu est assez important, Alex, par rapport à ce meeting-là, parce qu'il y a pas mal de duels, il va y avoir pas mal de concurrence. Ce meeting-là, qui existe depuis 1953, est un meeting important pour la plupart des athlètes. Pas de grandes stars, on va vous en parler, mais quand même des super duels. C'est un meeting qui a été intégré en 2010 à la Diamond League. 6 stades différents se sont enchaînés en fonction un peu des organisations et aussi des disponibilités à Londres et même en Écosse. En 2014, c'était en Écosse. Pourtant, il s'appelait le Meeting de Londres. Assez bizarre, mais c'est ce qui s'est passé en 2014. Le London Stadium, c'est le stade qui évidemment a accueilli les Jeux Olympiques de 2012, mais aussi les Championnats du Monde de 2017 d'athlétisme. 66 000 places assises. Donc c'est assez un gros stade quand même, franchement, comparé à d'autres Diamond League. C'est un stade avec une énorme ambiance et j'ai déjà hâte de retrouver ce meeting de la Diamond League. Ce sera à retrouver sur la chaîne L'équipe à partir de 15 heures ce samedi en après-midi. Pourquoi en après-midi? Tout simplement à cause de la météo. En tout cas, c'est ce que nous on pense avec Alex, parce que la météo s'annonce assez capricieuse. C'est une météo plutôt anglaise, annoncée avec un tout petit peu de pluie, un crachin londonien avec une météo de 18, 19, 20 degrés, peut-être même un peu de vent. Mais on s'attend quand même à des super performances, parce que la piste, c'est une Mondo Track, c'est un stade qui est connu pour avoir des performances de très haut niveau. Donc j'ai vraiment hâte de retrouver tous les athlètes qu'on va vous présenter, et notamment 3 athlètes français, Alex, qui sont engagés. C'est assez peu comparé à d'autres Diamond League, mais ces athlètes-là font le déplacement et c'est déjà super à 2 semaines des championnats de France. Tu l'as dit Stéphane, 3 athlètes français engagés et donc c'est peu parce que c'est un meeting qui est proche de la France. Mais là, à mon avis, la raison principale, c'est que les championnats de France élite approchent à grands pas et que là, les athlètes français, comme d'autres athlètes d'autres pays, ont vraiment fait le choix de retourner dans leur cocon, chez eux, préparer leurs championnats nationaux qui vont être vraiment un passage obligatoire pour se qualifier pour Tokyo. C'est un peu le cas bon, pour nous les Français, ça va être le cas pour les Américains. Vous allez voir, il n'y en a pas énormément sur ce meeting Diamond League. C'est le dernier meeting de la Diamond League avant la trêve des championnats nationaux qui vont avoir lieu début août. Et après, on reviendra mi-août avec à nouveau de la Diamond League en Pologne, un meeting de Silésie le 16 août. Donc voilà, il y a 4 semaines sans Diamond League et voilà, ça va laisser place aux championnats nationaux qui vont être vraiment un point de passage obligatoire pour beaucoup d'athlètes. Et on va retrouver des athlètes ici qui sont potentiellement déjà qualifiés pour les championnats du monde, qui ont moins d'importance pour eux. Les championnats nationaux vont avoir moins d'importance pour eux. Mais c'est un peu le cas pour, par exemple, Marie-Julie Bonin, voilà, qu'on va retrouver à la perche féminine, qui a réalisé les minima la semaine dernière, il y a pas 4 filles qui vont faire les minima en France au saut à la perche, donc elle est assez sereine quant à sa qualification pour Tokyo. Elle se permet de continuer de monter en puissance, de travailler, faire des concours, emmagasiner des concours et donc de l'expérience. Elle risque elle a la moins bonne perf de l'année de toutes les engagées, donc ça va être un meeting intéressant pour elle. Va falloir qu'elle s'emploie et on espère pour elle qu'elle va à nouveau s'attaquer au record de France qu'elle co-détient avec Ninon Chapelle à 4,75 m. Elle qui a été championne du monde cet hiver, on vous le rappelle, avec cette performance de 4,75 m. Donc elle a un petit statut maintenant, même un gros statut à faire valoir. Et dans ce concours, il y aura l'américaine Cathy Moon qui va faire office de favorite. Mais quand même attention aux Britanniques à domicile et notamment à Molly Caudry qui va vouloir briller à domicile et faire valoir un petit peu elle aussi son palmarès, qui elle aussi a été championne du monde l'année dernière. Donc on a les 2 dernières championnes du monde en salle présentes dans ce concours, Stéphane. C'est un très gros concours quand même pour Marie-Julie Bonin, mais je pense sincèrement qu'elle peut tirer son épingle du jeu. Tu l'as dit, elle a réalisé les minima, enfin les minima.
Elle est quasiment assurée d'être au championnat du monde à Tokyo. Franchement, là, je pense que c'est le concours pour se lâcher. C'est ce qui lui manquait, avoir réalisé les minima standards. Là, c'est fait. Honnêtement, je pense à une bonne surprise de Marie-Julie Bonin. Je pense qu'elle va tester aussi peut-être de nouvelles perches avec son coach d'Osevi. Honnêtement, je sens bon. Je pense que ça va être un beau concours pour elle. Si la pluie s'en mêle pas, on sait qu'à la perche, c'est très délicat de sauter quand il y a des conditions qui ne sont pas favorables. Mais je la vois bien repasser au-dessus des 4,70 m et pourquoi pas accrocher le podium de cette Diamond League. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Bah, on lui souhaite en tout cas. Il y a une autre fille française. D'ailleurs, les 3 Français engagés sont 3 Françaises. Et donc la deuxième dont on va parler, c'est Agathe Guillemot, qui va prendre part à un mile qui va être assez intéressant parce qu'il va y avoir une vraie belle course. Elle va être dans le cœur du peloton, Agathe Guillemot, et à mon avis, ça va lui permettre de s'attaquer à son propre record de France qu'elle avait établi cet hiver en salle. Donc elle a fait 4,25,99 et ça fait le record de France indoor, mais également outdoor. À mon avis, ce record, elle va l'exploser. Et ça va être une vraie belle course parce que dans cette course, il y a Jessica Hull, l'Australienne, il y a Gedef Tsegay, l'Éthiopienne. À mon avis, ces deux filles, elles vont partir sur des bases assez élevées, sous les 4,20, voire 4,15, 4,14 pour aller battre leur record personnel. Et ça va faire les affaires d'Agathe Guimau parce que ça va faire un peloton qui va s'étirer et Agathe, elle aura juste à suivre, se mettre dans la foulée de ces athlètes aux alentours de la 5, 6, 7e place et tenir le plus longtemps possible. Et ça risque, à mon avis, de faire une course vraiment très très rapide. Et je pense que le record de France de 4,25,99 va voler en éclats. J'imagine même un chrono proche des 4,20. Ça serait vraiment vraiment sympa de voir ça. À noter quand même qu'on restera, à mon avis, très loin du record du monde de Kipiegon de 4,07 et même du 4,06 qu'elle avait fait au Breaking Four avec sa tentative échouée de passer sous les 4 minutes au mile. Mais voilà, ça en dit long sur quand même le niveau de Kipiegon, parce qu'à mon avis, on va rester bien au-delà des 4,10, voire même des 4,15. Donc Kipiegon, reine du mile, ne sera pas là, mais il y aura quand même une très belle course avec ce record de France en fil rouge. Ouais, course super intéressante pour Agathe parce que elle enchaîne des courses un peu d'exhibition, le 1000 mètres à Monaco où elle n'avait pas forcément brillé. J'ai envie de dire, je suis un peu dur avec elle, mais je pense qu'elle peut faire beaucoup mieux. Là, le mile, c'est un peu son épreuve. J'ai l'impression. On se rappelle l'année dernière qu'elle s'était qualifiée aux Jeux Olympiques sur le 1500 mètres, au passage du 1500 sur le miles. Donc ça veut dire qu'elle est capable de tout, cette Agathe, et je pense qu'elle arrive dans une très grande forme. Attention, elle a beaucoup couru. J'espère qu'elle va pas trop enchaîner non plus après les championnats de France élite à Talence dans 2 semaines. Mais cette course-là devrait être une belle course. La troisième française engagée, c'est Hilary Capcha, la sauteuse en longueur française qui nous avait émerveillé avec 7,02 m à 1 cm seulement du record de France de la discipline. C'était il y a quelques semaines au saut en longueur. Et là, on va la retrouver dans un gros concours avec Apicino, Miambo, d'autres filles aussi à plus de 7 mètres. C'est quand même un beau concours pour elle. J'espère qu'elle va refaire ces 7 mètres là parce qu'on les attend. On le sait, il y a eu un tout petit peu de rageux, de personnes qui ont un peu trop parlé sur cette performance-là. Et même nous, on avait un tout petit un point d'interrogation parce qu'elle avait fait 7,02 m sur une piste tumbling qu'on appelle avec du bois tout simplement qui permet de renvoyer un tout petit peu. Et depuis, un tout petit peu moins bien sur ses concours pour Hilary, et j'espère vraiment qu'elle va repasser à 7 mètres sur ce concours en Diamond League. Franchement, il y a tout à faire. Il y a aussi à noter le retour de Katharina Johnson-Thompson, l'anglaise star chez elle, un record à 6,92 m qui a pas sauté cette année, qui a été en délicatesse avec pas mal de blessures depuis quelques années. J'ai hâte de la revoir sauter en longueur chez elle. Ouais, Johnson Thompson, hein, on le rappelle, c'est une spécialiste des épreuves Ouais. combinées qui est vice-championne olympique, qui a été championne du monde plusieurs fois et qui a un record au saut en longueur à 6,92 m pour une combinarde. C'est vraiment très 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 fort, hein. Elle rivalise avec les toutes meilleures mondiales de la discipline du saut en longueur, donc c'est fort. Hilary Kvacha, 7,02 m, tu l'as dit, en Grèce sur du tumbling, mais elle a confirmé. Elle a été régulière ensuite avec des sauts autour de 6,80 m, 6,70 m, donc elle a une belle régularité
régularité. Je pense qu'elle va être recapable de refaire des sauts à 6,90, 7 mètres. Et ça sera un peu le fil rouge aussi de sa saison pour elle. Est-ce qu'elle va être capable d'aller chercher le record de France de Eunice Barber à 7 mètres 05 qu'elle avait réalisé à Monaco il y a maintenant ça plus de 20 ans. Donc voilà, ce record de France, il lui tend les bras et Hilary Kvatcha, on espère pour elle qu'elle va y arriver. À noter dans ce concours aussi la présence d'une autre Britannique, hormis Katharina Johnson-Thompson, il va y avoir Jasmine Sowers qui avait réalisé 7,00 m en salle. C'était à Istanbul, je crois, en 2023. Elle avait été championne d'Europe et depuis, elle s'était blessée au tendon d'Achille. Et là, elle revient. Elle a ressauté à 6,89 m cet été. Elle qui a un record en plein air à 6,90 m. Donc, elle a retrouvé quasiment son tout meilleur niveau, Jasmine Sowers. Et à domicile, à mon avis, cette petite boule de nerf, boule de muscle, boule d'énergie va être capable va vouloir en tout cas se transcender et son sourire communicatif va faire du bien à toute la tribune des 60 000 personnes qui seront présentes. On vous a parlé des 3 Françaises engagées. On vous parlera aussi d'un 4x100 mètres féminin très prometteur. On va vous en parler aussi à Londres en fin de podcast. Juste avant ça, on va vous parler du contexte un peu plus international, des stars à l'international. Et on va commencer par le 1500 mètres hommes avec notre pépite, avec Alex. Si vous nous avez écouté depuis le podcast à Charletti, on a été bluffé par Azid Abs, évidemment notre Français, en très grande réussite en ce moment, mais aussi par la pépite Junior Koch, le Kenyan, qui avait réalisé juste derrière Azid Abs 3 minutes 27, record du monde junior, explosé à Charletti. C'est exceptionnel ce gamin-là, il faut le regarder, ce sera à 1500 mètres à suivre à 15h48, c'est la fin du programme à Londres. Regardez parce que moi je suis très excité de retrouver ce gamin-là et quand je dis gamin, c'est un vrai gamin, 3 ans d'athlète, 4e 1500 mètres de sa carrière, il a déjà fait 3 minutes 27, 72 centièmes. Ouais, c'est assez fou, un gamin comme ça, il est de 2006, du 1er décembre 2006, donc il a 19 ans. Il a réalisé 3,27, c'est une perf incroyable, stratosphérique, comme le dit Stéphane. Il est même pas encore ranké, ce gamin. C'est-à-dire que pour être ranké, pour apparaître au ranking mondial, il faut avoir fait 5 perfs. Et lui, il a fait que ça va être seulement son 4e 1500 mètres de sa vie. Il faut avoir fait 5 perfs dans l'année. Donc voilà, on est sur un ovni, une pépite, vraiment. Il faut le suivre, ce junior, ce Kenyan qui s'appelle Fanuel Kipkosgei Kush. On va l'appeler Kush, hein, mais des Kush, il y en a beaucoup au Kenya, donc ça c'est compliqué. Mais le junior Kush, on va l'appeler. Mais ouais, franchement, regardez cette course, ça sera avec le 100 mètres masculin dont on vous a fait un petit focus, n'hésitez pas à aller l'écouter si vous l'avez pas encore écouté. Le 1500 mètres masculin va être la course à suivre parce qu'en plus dans cette course il va y avoir pas mal de Britanniques. On est à Londres, ils vont être à domicile, ça va faire une ambiance de fou. Moi je me souviens en 2017 j'étais au stade quand Mo Farah il avait gagné le 5000 mètres ou le 10 000 mètres, je sais plus, je crois qu'il avait gagné les deux en plus. Et l'ambiance quand il y avait Mo Farah à chaque tour était incroyable. Là, il va y avoir pas mal de Britanniques sur le 1500 mètres, des Britanniques performants en plus. Il va y avoir Josh Kerr qui devait affronter Jacob Ingebrigtsen, son meilleur ennemi, mais finalement Ingebrigtsen est forfait, vous le savez, embêté par des petits soucis au tendon d'Achille cette année. Mais là, il va y avoir donc vraiment du beau monde en termes de Britanniques. Il va y avoir Elliot Giles qui a déjà couru en 3,30, 3,31 cette année. Il va y avoir Gourlay qui a fait 3,30 aussi son record. Josh Kerr 3,27 son record, donc gros athlète. George Mills qui avait couru 3,28 aussi dans la même course qu'Asdin Abs, donc très très fort. Et il y aura aussi Jack Whiteman qui a un record à 3,29. Donc il y a plusieurs Britanniques sous les 3,30. Il y a le Kenyan Kush, le junior en 3,27. Ça va être une vraie belle course. Et il y a aussi la petite pépite australienne qui est lui aussi un tout petit peu plus vieux maintenant, mais Cameron Myers qui a couru en 3,29. Ça va être la course à suivre avec le 100 mètres masculin, à mon avis, de ce meeting. Franchement, on est très fiers avec Alex de vous présenter ce coach-là parce qu'on est peut-être un des premiers médias à vous en parler. Et franchement, on y croit plus. Est-ce que ce gamin-là va pas battre le record du monde? On le sait pas. On vous rappelle, détenu par Hicham El Guerrouj, le Marocain en 3 minutes 26. Pour la plupart des spécialistes, cette performance ne pourra jamais être battue. Ce coach-là, il a tout pour battre ça. Alors, pourquoi ça nous fait un tout petit peu chier d'en parler autant et d'y croire autant? C'est parce qu'on a notre Français, Azin Abs, qui joue les avant-postes toute cette année
en Diamond League sur le 1500 mètres, qui a la meilleure performance mondiale de la saison et le record de France du 1500 mètres. Franchement, ça nous embêterait un tout petit peu que ce coach fasse mieux, mais de notre côté, je crois que ce gamin-là, il a un truc de fou en lui. Ce qui va se passer à cette course, c'est qu'il va être liévré par des athlètes jusqu'au, allez, on espère jusqu'au 800, peut-être au 1000 mètres. Et après, ce qui va se passer, ça va être la grande bagarre, l'explication finale. Et j'espère que ce jeune junior va pouvoir prendre les choses en main et pas attendre les autres concurrents, parce que les autres, ils auront pas de pitié, même si c'est un jeune, ils vont se caler derrière lui, c'est une évidence. Ouais, ce junior là, il court vraiment super bien. Il a vraiment une très belle foulée, très très aérienne, très dynamique. Franchement, je vais faire un jeu de mots pourri, mais il coche toutes les cases pour être le futur grand dominateur du 1500 mètres mondial, parce que voilà, il a la fougue, la jeunesse, il a le talent, et il manque juste de l'expérience. Et l'expérience, il est en train de l'acquérir dans des meetings comme Charletti, comme celui de Londres. Il a fait Ostrava entre temps, il a recouru en 3,29. Voilà, dès qu'il va avoir de l'expérience, ce jeune homme, dès qu'il aura trouvé la course parfaite, mais moi je le vois exploser les records, et on va en entendre parler dans les années à venir, dans les mois et dans les années à venir, j'en suis certain. Il y a une autre course qui s'annonce vraiment très sympa à suivre. Alors c'est le 800 mètres masculin. Alors c'est pas le 800 mètres de masculin de l'année où il va y avoir le plus de densité, mais on va retrouver quand même Wanyoni et Harop, les deux premiers au JO, le Canadien et le Kenyan, avec en arbitre Brice Hoppel et Donovan Brazier, les Américains Brazier pardon, qui ont déjà fait une 41, une 42 au 800, donc des athlètes de tout premier rang. En outsider, je vais mettre aussi Ataoui, l'Espagnol, qui a déjà couru une 42,04 et qui, à mon avis, va être capable de passer sous une 41. Mais pourquoi je dis que c'est peut-être une course qui va être super intéressante, malgré le fait que ce soit pas la course avec le plus grosse densité d'athlètes, c'est justement que la densité, on l'a vu à Monaco, on l'a vu à Paris, elle embête les athlètes sur le 800 mètres, ils sont trop à vouloir courir une 41, une 42, et ils sont trop aux avant-postes, ça crée des bousculades et tout ça. Là, il y a 3 athlètes qui ont un record en une 41, 3 athlètes en une 42, 3 athlètes en une 43. Ça veut dire que le peloton, il va s'étirer, tout le monde va trouver sa place rapidement, et ça va normalement moins se gêner que lors des différentes courses qu'il y a pu avoir à Charletti ou à Monaco, où là la start list était rocambolesque. Donc à mon avis, ça va être la meilleure start list de l'année. Parce que justement les niveaux vont être un peu différents et que tout le monde va pouvoir tirer son épingle du jeu, aller chercher son record, aller chercher sa meilleure perf de l'année sans être embêté et sans embêter les autres. Je sais pas ce que tu Ouais, en penses, Stéphane. Moi je trouve ça intéressant. franchement, t'as tout dit, Alex. Il y aura pas 13, 12 coureurs qui vont se bousculer à la cloche au passage du 400 mètres. On sait que ça avait fait problème un tout petit peu avec Gabriel Tual. Il avait dit, Gabriel Tual, il sera pas dans cette course, mais c'est normal, il peut pas tout enchaîner. Il peut pas tout faire les Diamond League, à l'inverse de d'autres athlètes, comme Wanyoni qui, lui, enchaîne tout ce qu'il peut. Lui est en train de se blinder, pas que financièrement, il est en train de se blinder en termes d'expérience, mais c'est fou. Mais cette course-là, Wanyoni, franchement, il peut la gagner. Je le vois forcément gagner, sauf si c'est une course tactique, mais peut-être se rapprocher encore un tout petit peu du record du monde. Il lui reste 5 dixièmes sur son season best pour le record du monde. On sait très bien que c'est jouable. Il devrait être tout seul. Attention à Marco Arop quand même qui va lui Ouais, coller c'est au vrai. basque à mon avis, hein, et ça va jouer. Mais Ouais, c'est vrai, c'est je suis vrai. d'accord avec toi. Wagnoni s'annonce comme le favori de la course. Arop est en train de monter en Ouais, puissance à mon avis, et il n'est pas encore au même niveau que Wagnoni, mais il s'en rapproche. Mais à ne pas sous-estimer Arop, qui a quand même déjà un record à une 41,20 et qui a couru à une 42 cette année. À mon avis, ça va descendre progressivement pour Arop. On va suivre cette course avec grande attention, et il y a un concours qui nous intrigue avec Stéphane. C'est le saut en longueur masculin avec les 6 meilleurs du monde sur ce concours. Les 6 meilleurs du monde actuellement. On a Tentoglou, Furlani et Hammer, Adcock et les deux Jamaïcains Gale et Pinnock. C'est tout simplement ce qu'on peut faire de mieux en termes de saut en longueur. C'est des athlètes qui ont déjà sauté entre 8,30 et 8,70 pour Tentoglou, 8,66 je crois, et qui sont surtout réguliers dans ces eaux-là. Ça s'annonce un concours hyper serré. Personnellement,
je pense que Tentoglou est en train de remettre un petit peu la main mise sur la discipline après un début de saison et un hiver un peu compliqué. Mais franchement, on peut pas savoir exactement qui va gagner ce concours, tellement il y a du talent déjà. Furlani, il est capable de faire 8,50 m à tout moment. Tentoglou, il peut faire des 8,50 aussi. Il est régulier avec plus de 8,40 ces derniers temps, donc 8,50 ça peut sortir aussi. Et Hammer, il a déjà encore à 8,45. Adcock, c'est l'Australien qui monte, qui fait 8,30 régulièrement en ce moment. C'est pareil, ça peut sortir un peu plus loin. Et les Jamaïcains, Gail, il a déjà sauté 8,69, c'était à Doha en 2019, je crois, et Pinnock, c'est un mec qui a beaucoup de qualité. Donc ce concours-là, franchement, il nous intrigue, il est à suivre avec une grande attention parce que on pourrait avoir une perf de pointe et surtout une densité folle avec, à mon avis, plusieurs athlètes à plus du mètre 30. Et ça, c'est quand même assez rare dans le saut en longueur actuel. Ouais, rares sont les meetings à proposer une startlist en longueur qui rassemble les tout meilleurs. Franchement, c'est très très rare. En tout cas, chez les hommes, on sait que ils sont tous dispatchés un peu sur toute la planète. Et honnêtement, pour les rassembler, j'ai rarement vu ça, voire jamais vu ça. Ils se observent à distance. Là, c'est pas le cas. Tintoglou a un avantage, c'est le meilleur performeur de la saison en 2025 avec 8,46 m réalisé à Madrid en Coupe d'Europe. Fait ça vraiment de la très très bonne façon. Honnêtement, Tintoglou, je le vois très fort. Furlani, tu l'as dit, c'est la folie italienne, c'est le genou qui est en train d'exploser. Mais moi, je mets un petit point d'interrogation à Furlani. Alors là, je sais qu'on va se prendre les foudres de beaucoup de fans de Furlani. Mais je le vois déjà en 8,70. Ce n'est pas normal que ce gamin-là, avec la précocité qu'il a eue en minime, en cadet, sur la longueur, le triple et la hauteur, n'ait pas déjà réalisé 8,60, 8,70. Ça fait quelques années qu'on en parle comme le futur recordman du monde du saut en longueur. On avait fait un de nos tout premiers podcasts avec Alex parlant de Furlani et de la nouvelle planche de longueur. Et ceux qui nous ont écoutés ce jour-là ont dû bien rigoler parce qu'on a beaucoup progressé sur sur les podcasts et on avait annoncé Furlani record du monde en 2025-2026. Honnêtement, on n'est pas sur ça. Non, mais il faut lui laisser le temps à ce jeune homme aussi. Il est encore vraiment très jeune. Là, il est en train de consolider, je pense, sa technique, sa façon de faire, même sa structure d'entraînement. Il est en train de, voilà, Ouais. il a fait des perfs intéressantes. Il est quand même médaillé européen, médaillé olympique. C'est pas rien, alors qu'il était junior, je crois, l'année dernière encore. Donc c'est quand même fou. Maintenant, il faut qu'il consolide tout ça et qu'il soit capable de repartir sur une deuxième partie de sa carrière où il va devenir, à mon avis, C'est le ça, meilleur sauteur en longueur. c'est ça. Attention quand même au retour, hein, on n'en a pas parlé, mais de Echevarria, le Cubain, là, qu'on revoit sauter un petit peu ces derniers temps, et qui revient. Lui, on sait qu'il avait déjà sauté à plus du mètre 80. Donc si Echevarria revient et que Mattia Furlani explose, on pourrait avoir des beaux duels loin, très loin au saut en longueur, arbitré par le cadre actuel, Tentoglou, qu'il faut surtout pas enterrer, parce que c'est une machine à gagner des médailles d'or, Tentoglou. Il a tout gagné depuis les JO de Tokyo en 2021. Il a tout gagné. Il est multiple champion olympique, multiple champion du monde, multiple champion d'Europe. Il a un record à 8,65. Tout à l'heure, j'ai dit 66, mais je me suis trompé. C'est 8,65. Donc c'est pas un truc de fou. C'est très bien, mais il est d'une régularité en 8,40, 8,50 qui est impressionnante et il sort toujours ça en grand championnat au bon moment. Donc c'est ce qui fait les grands champions et Tentoglou c'en est un. Effectivement, il y a d'autres grands champions aussi qu'on va retrouver à Londres, notamment sur le concours du lancer de disque masculin, avec de belles attentes. C'est un peu le fil quand même sur les lancers. On parle beaucoup du disque, on parle beaucoup moins des autres lancers. C'est vrai, sur les différents Diamond League avec Alex, on vous met en avant un peu plus le disque, notamment le disque masculin. Il y aura Alekna, Mikolas Alekna, le Lituanien, qui n'en finit pas de performer. Mais attention à cette start list et à ce meeting-là, parce que franchement, je sais pas. Moi, je vais vous dire un truc. Il y a Stahl, le Suédois, qui est en train de faire un retour aux avant-postes Mm. de fou furieux. J'ai l'impression qu'on l'avait un peu abandonné face à Alekna ou Sedge ou même Stona, le champion olympique jamaïcain de 2024. Stahl, il a fait 70 mètres 10 cette année, 70 mètres 19 il me semble Ouais. cette année. Il se rapproche de son record qui est quasiment à 72 mètres si je dis pas de bêtises. Et ce Stahl-là,
il est en train de revenir aux avant-postes et moi je le vois directement être champion du monde. On parlait de Tentoglou, machine à gagner des médailles. Ouais. Stahl, il en a gagné quelques-unes aussi, donc il sait faire. Et s'il est en forme, s'il revient bien, c'est sûr que c'est un mec sur qui il va falloir compter à Tokyo au mois de septembre. Après, il y a quand même, je pense, deux mecs qui sont loin devant. C'est donc Alekna qui a battu le record du monde avec 75,56 m à Ramona au printemps, dans des conditions de vent, on le sait. Et il y a surtout Christian Che. Moi, j'en fais mon favori puisque dans des stades fermés, sans vent, lui, Christian Che, il lance régulièrement à plus de 70 mètres. Et là, cette année, il a battu son record, il a lancé à 72 mètres 36 pour une performance en stade fermé, sans vent. C'est vraiment très très fort. Donc, en confrontation, je pense que Christian Che va être meilleur que Alekna. Attention à Stahl, tu l'as dit. Et par contre, moi, le Stona, le Roger Stona, champion olympique, là, je pense que il a fait le hold-up de sa vie, parce que il a fait 70 mètres 00. Donc déjà, t'es champion olympique avec 70 mètres 00. Alors c'est très bien, mais on sait qu'il y a des athlètes qui sont capables d'aller plus loin. Mais encore une fois, lui, il l'a fait le jour J, au bon moment, au bon endroit. C'est tout ce qu'on demande à un athlète. Mais cette année, il stagne un petit peu à 67 mètres. Donc à voir comment s'il monte en puissance ou pas. Mais je laisse Alekna et Shea loin devant sur ce concours à Londres, et à ne pas oublier un mec qui ne sera pas là à Londres, mais l'Australien Matthew Denny, qui avait lancé à plus de 74 mètres aussi dans le vent à Ramona, qui sera à prendre très au sérieux pour les championnats du monde de Tokyo au mois de septembre. Ouais, voyons ça en tout cas. J'espère que ce sera retransmis à la télévision et qu'on aura quelques images. On le sait, on râle un tout petit peu, mais les concours sont pas forcément diffusés. Rien à voir avec la programmation de l'équipe 21 qui y sont pour rien. C'est la réalisation internationale et de l'organisation qui nous permet pas de suivre forcément les concours. C'est un peu dommage. Ce sera à partir de 13h19. Donc, sachant que la prise d'antenne sera un peu plus tard, il me semble, si je C'est dis à pas de 15 bêtises. heures, ouais. Donc honnêtement, on risque de pas voir grand-chose sur ce concours-là. On enchaîne avec un autre concours, c'est le saut en hauteur féminin avec Maochi qui enchaîne aussi les victoires et les concours en Diamond League. Pas un gros affrontement sur ce concours-là. Maochi qu'elle enchaîne, elle aussi elle est en train de se blinder niveau financier, il faut le dire. Il y a des épreuves à 10 000 et à 20 000 dollars. Elle est en train de tout rafler en l'absence des Australiennes qui ont coupé leur saison pour bien se préparer pour les championnats du monde à Tokyo qui seront en septembre. Peut-être Levchenko, Yulia, sa compatriote ukrainienne, qui a fait un 98 cette saison, mais je vois mal Maouchik passer encore une fois à travers une victoire. Ouais, Holly Slager sera pas là, mais il y aura quand même Eleanor Patterson, hein, donc, qui C'est a, qui vrai, a c'est déjà vrai. sauté à 97 cette année. Mais autant Holly Slager est en forme, elle est capable de faire 2 mètres, autant Patterson, je la vois un peu moins bondissante cette année, et ce qui laisse une belle marge, à mon avis, à Yaroslava Maouchik, qui va, à mon avis, dominer ce concours de la tête et des épaules. Pour le 400 mètres féminin, ça va être un peu la même chose avec Femke Bol, qui, à mon avis, va continuer de monter en puissance et va aller encore essayer de faire un chrono sous les 52 secondes, et qui risque de faire cavalier seul sur le 4H, hein, sans faire offense à ses camarades hurdleuses, mais voilà, elle va gagner cette course, c'est quasiment sûr. Sur le 400 mètres masculin, il y a quelqu'un à qui va falloir faire très attention, c'est le Hudson Smith, le Britannique, à domicile, hein, qui avait gagné l'année dernière en 43,74, si je dis pas de bêtises, et qui est recordman d'Europe avec 43,44 depuis. Et il va y avoir une très belle course, parce qu'il va y avoir les deux Botswanais qui ont déjà couru en 44,10, 44,20, Kebina Chipi et Ndori, donc les deux Botswanais. Et attention aussi au Sud-Africain Néné, qui va être là, qui est le meilleur performeur mondial de l'année, qui a fait 43,76. Mais relativisons un petit peu tout ça, c'était à Nairobi, en altitude. Ça reste une très très belle performance, mais à mon avis, il va y avoir une très très belle course, très très dense, très serrée. Ça va se jouer, on l'espère, en dessous des 44 secondes, et il pourrait être même plusieurs à passer sous les 44 secondes. Ouais, franchement, cette course de 400 mètres, elle est pas mal, elle est intéressante. Il nous manque les Américains, évidemment, comme Jacori Patterson ou même Chris Robinson ou d'autres athlètes que j'oublie qui ont déjà fait 44-10, 44-20 ou Quincy Wilson, la star Mm. chez les cadets qui a fait 44-10, record man du monde du 400 là récemment, mais c'est quand même une belle course. Moi je vois Matthew Hudson-Smith gagner largement chez lui à Londres, record à 44-10, je vois pas qui peut aller le détrôner. Tu nous parles de Néné, de Ndouri, c'est des super athlètes, mais
Hudson, c'est chez lui. À mon avis, ça va être quelque chose de fou. Ce sera retrouvé à 15h03 le 400 mètres masculin. Et j'espère que les conditions là aussi seront bonnes pour voir des bons chronos. Ouais, on espère. Et il y a une dernière course dont on va vous parler, c'est le 200 mètres féminin. Et là aussi, c'est un peu à l'image de Femke Bol ou Maochik. Il y en a une qui devrait faire cavalier seul en tête, c'est Julian Alfred qui se réaligne sur un 200 mètres. Elle qui avait couru cette distance en début de saison, qui avait réalisé 21,88, donc perf monstrueuse. Elle qui a un record à 21,86. Donc là, on a hâte de la revoir sur un 200 mètres. Et malgré que dans cette course, il va y avoir 3 Britanniques, dont Dina Asher-Smith ou Daryl Neita, qui sont des athlètes très rapides, qui vont être à domicile. À mon avis, Julian Alfred va les éteindre à domicile. Et c'est dommage pour elle, mais à mon avis, Julian Alfred, elle est partie pour rien laisser. Elle s'est fait battre par Melissa Jefferson la dernière fois sur 100 mètres. Ça lui a servi de leçon. À mon avis, là, elle est remontée comme un coucou. Elle va vouloir enfoncer le clou et s'affirmer comme étant la sprinteuse, la meilleure sprinteuse du monde, que ce soit sur le 100 mètres comme sur le 200 mètres. Et Stéphane en avait parlé tout à l'heure en intro. Il y a une toute dernière course dont on voulait vous parler, c'est le 4 fois 100 mètres, parce que il va y avoir une équipe de France féminine qui va être alignée, les filles de Franck Ney, le coordonnateur des relais féminins sur le sprint court à la fédération. Alors, il va y avoir les filles, mais il y aura pas les garçons. C'est surprenant et c'est dommage parce qu'on sait que souvent à Londres, c'est l'occasion de régler les relais, de se régler face à des grosses nations mondiales, parce que là, il va y avoir le Canada, il va y avoir la Jamaïque, il va y avoir la Grande-Bretagne, bien évidemment, à domicile, qui vont présenter 2 équipes. Donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas les garçons, mais en tout cas, les filles seront là, et ça va, à mon avis, leur faire une très belle répétition générale avant les séries des championnats du monde de Tokyo, parce que c'est rare les occasions qu'elles ont de présenter des relais et de faire des passages de témoins, des entraînements communs, et ça c'est quand même une belle chose en vue de Tokyo, parce que rappelons-le, les Françaises, elles sont quatrièmes des championnats, des Jeux Olympiques de Paris, sur le 4 x 100 mètres. On n'en avait pas beaucoup parlé, mais elles sont quatrièmes, très très proche de la médaille de bronze qui a été glanée par les Allemandes, si je dis pas de bêtises. Donc on peut croire, on a une belle dynamique chez le relais féminin. Ouais, complètement. Alors à Madrid, on se souvient, en Coupe d'Europe, elles avaient fait 42,86, assez loin quand même des premières qui étaient les Néerlandaises en 42,02, les Espagnols en 42,11, les Britanniques en 42,21, et j'espère vraiment que la France va aligner la meilleure équipe possible, que les transmissions seront au top, de manière à ce qu'on puisse avoir un bon chrono et rivaliser, tu l'as dit, avec des super équipes dans un contexte qui sera vraiment contexte international. La Jamaïque aligne un 4 fois 100 mètres à Londres. Franchement, c'est ultra, hein, faut pas se mentir. Je sais pas quelle sera la composition, sachant qu'il y aura pas vraiment d'individuels inscrits sur les épreuves de sprint, parce qu'il y a que le 200 mètres féminin, et on a une Moore qui fait 22,66, qui est pas très rapide entre guillemets sur 100 mètres. Je vois mal une Sherika Jackson, une Tia Clayton, ou même sa sœur Tina Clayton venir, ou Gillian Fraser venir faire un 4 fois 100 mètres à Londres avec un gros déplacement de prévu. J'ai un peu du mal à y croire, sauf si elles enchaînent avec une épreuve individuelle 2, 3, 4 jours après sur un meeting qui nous a échappé, qui a échappé de nos radars. Ouais, on va regarder quelle équipe va aligner la Jamaïque, et on va regarder ce meeting de Londres qui s'annonce quand même assez cool, avec pas mal de duels. Nous, on va se retrouver pour débriefer tout ça, bien évidemment, assez rapidement ce week-end, juste après le meeting de Londres. Et la Diamond League, on l'a dit tout à l'heure, on va faire une petite pause de 4 semaines, laisser place aux championnats nationaux. On se retrouvera en termes de Diamond League le 16 août en Silésie, en Pologne, pour un meeting qui donnera le ton. Après, on connaîtra un petit peu tous les qualifiés pour Tokyo. Donc ça donnera le ton de la fin de saison. Ça sera le début de la deuxième partie de la saison de la Diamond League. Et nous, on sera là pour vous raconter tout ça, pour vous partager tout ça. D'ici là, portez-vous bien. On se voit très très vite, les amis. Allez, à bientôt.